Olivier K, bonjour. Bonjour. Vous êtes neurobiologiste, directeur de recherche émérite au CNRS, et un spécialiste des hormones et donc des effets des perturbateurs endocriniens. Et vous publiez aux éditions Apogée Perturbateurs endocriniens, ces produits qui en veulent à nos hormones. Alors pour que nos téléspectateurs comprennent bien le problème des perturbateurs endocriniens, est-ce qu'on peut rappeler le rôle que jouent les hormones dans notre organisme? Alors les hormones, ce sont des messagers chimiques qui sont libérés par un système de glandes qu'on appelle le système hormonal. Et ces messagers chimiques vont agir sur des organes plus ou moins éloignés de leur source pour atteindre différentes fonctions physiologiques comme la reproduction, la lactation, la régulation de la température, la satiété, la croissance, le métabolisme. Tout quoi. Donc toutes les grandes fonctions physiologiques sont régulées par des hormones. Ces hormones agissent comme des messagers. Et il faut bien comprendre que ces messagers, ce sont comme des petites clés qui viennent se fixer sur des serrures qui sont ce qu'on appelle des récepteurs sur les organes. Et c'est ces interactions hormones-récepteurs qui peuvent être perturbées. Et les perturbateurs endocriniens, ce sont ceux qui vont empêcher la clé d'aller dans la serrure. Absolument, il y a plusieurs mécanismes d'interférence. Un d'entre eux, c'est une fausse clé, c'est-à-dire un vrai cambriolage hormonal. Vous avez une substance qui va mimer les effets d'une hormone, par exemple l'estradiol. Il y a énormément de substances qui imitent les effets de l'estradiol et qui vont pouvoir activer le récepteur et provoquer des effets inappropriés à des mauvais moments. L'estradiol, c'est l'estrogène. Voilà. Vous avez également des hormones qui vont faire également des fausses clés, mais qui vont bloquer les serrures. C'est ce qu'on appelle un effet antagoniste en pharmacologie. Et donc, les vraies hormones ne vont plus pouvoir agir. Donc ça, c'est le cas des phtalates, par exemple, qui bloquent les effets de la testostérone, par exemple. Alors, les phtalates, c'est ce qu'il y avait dans les biberons. C'est les bisphénols, oui. Je confonds. Oui, ils sont dans les plastiques aussi, les PVC, les choses. Il y a dans les plastiques, et la testostérone, c'est l'hormone mâle, qui, si elle ne peut pas agir, entraîne des problèmes de non-viralisation. On a des gros soucis de différenciation sexuelle, et on a des exemples d'études qui ont montré des effets avérés, donc, de certaines molécules sur la différenciation sexuelle mâle. Alors, il y a plus de 800 substances qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. On a parlé là des biberons, des plastiques. Sinon, on les trouve où? Dans quel type de produits on les trouve? Malheureusement, on les trouve un petit peu partout. Alors, historiquement, ce sont les pesticides organochlorés comme le DDT, célèbre DDT qu'on mettait absolument partout, 4 millions de tonnes, qui ont mis la puce à l'oreille aux chercheurs et qui ont conduit à définir ce concept de perturbateurs endocriniens. Et puis, par la suite, on s'est aperçu que de nombreux autres pesticides organochlorés posaient problème. Les PCB, des produits qu'on mettait dans les transformateurs électriques, parce qu'ils sont très stables, également ont été suspectés. Les dioxines, rappelez-vous la dioxine de Seveso, mais de la dioxine, il y en a un petit peu partout. C'est produit naturellement par les volcans, les incendies, etc. Et puis après, on a eu l'arrivée d'autres types de molécules, notamment les dérivés de plastique qu'on vient d'évoquer, les bisphénols, posent problème. Autre type de molécules qui très très ennuyeuses, ce sont les retardateurs de flamme, qui sont des molécules qu'on ajoute à des tas de produits de la vie courante. Il y en a dans vos voitures, vos ordinateurs, votre canapé, vos matelas, qui servent à retarder les incendies. En fait, l'ANSES vient d'émettre un avis comme quoi il faut arrêter d'en mettre partout, puisque c'est relativement inefficace. Mais alors, justement, vous utilisez le mot partout. On se demande comment on peut éviter les perturbateurs. Il y en a partout, dans l'air, dans l'alimentation, dans l'eau, dans nos... C'est une utopie de vouloir vivre sans perturbateurs. C'est extrêmement difficile de les éviter tous, et de nombreuses études ont montré que si on prend un citoyen lambda, vous, moi, téléspectateur quelconque, on va détecter chez lui, dans son organisme, des fois une centaine, des fois 200 molécules étrangères à cet organisme, dont certaines vont potentiellement agir comme des perturbateurs endocriniens. Il est extrêmement difficile de passer à côté, effectivement. Et c'est ça qui pose quand même un petit problème éthique, c'est-à-dire on ne vous demande pas votre avis, vous êtes exposé. Vous avez l'équipe de l'INSERM, un test pour dépister ces perturbateurs? Alors, effectivement, mon institut à Rennes, l'Institut de recherche en santé, environnement et travail, qui est rattaché à l'INSERM, est
de nombreuses équipes qui s'intéressent aux perturbateurs endocriniens, et en particulier des équipes qui essaient de développer des tests qui permettent de repérer ces perturbateurs endocriniens avec des tests relativement simples. Et nous, on a développé un test rigolo où si on trempe un embryon de poisson dans une substance qui est estrogénique, le cerveau devient fluorescent car le poisson a été un petit peu modifié génétiquement. Donc voilà, mais ça c'est un petit peu une anecdote. Par contre, on a d'autres chercheurs qui mènent des études épidémiologiques, et ça c'est très compliqué, pour essayer d'établir des liens entre des pathologies observées dans une population potentiellement à risque et des expositions antérieures à des molécules indésirables. L'exemple le plus typique, c'est le chlordécone, donc utilisé massivement en Guadeloupe pour lutter contre le charançon de la banane, et qui a contaminé un certain nombre de travailleurs qui travaillaient dans ces plantations. Cancer de la prostate. Voilà. Est-ce qu'un jour, on pourra imaginer que votre test ou un autre nous permette, en achetant quelque chose, de savoir si on est en train de manger quelque chose de contaminé par les perturbateurs, ou même d'enregistrer l'air de notre chambre et de nous dire, tiens, il y a un perturbateur qui se promène? Ça semble assez complexe. Ça arrivera peut-être, mais pas dans un avenir proche, car en effet, ces perturbateurs endocriniens appartiennent tous à des familles chimiques différentes. Et chacun d'entre eux a son mode d'action au niveau cellulaire, moléculaire, et c'est au niveau on peut développer des tests. Mais si les modes d'action sont différents, il faudra une espèce de test universel qui serait capable de tout détecter, et là, on ne sait pas pour demain. Vous avez dit, il y a des perturbateurs partout, mais est-ce qu'on peut quand même donner aux téléspectateurs quelques conseils pour réduire un petit peu leur consommation de perturbateurs? Alors, dans mon livre, il y a un chapitre qui donne quelques conseils qu'on retrouve d'ailleurs sur Internet, qui sont des conseils tout à fait classiques. Donc, évitez tous la vaisselle en plastique, par exemple, les verres, tout ça. Quand vous utilisez vous voulez réchauffer quelque chose au micro-ondes, le faire dans du verre, surtout pas dans du plastique, car la chaleur va faire ressortir les molécules de bisphénol ou de phtalate. Évitez dans votre salle de bain tous les produits trop enrichis en additifs. Là, on vient de parler de l'additif dans le paracétamol. Ces additifs, on ne sait pas toujours ce que c'est. Tout ça fait une espèce de cocktail chimique qui devient très difficile dont il devient très difficile et la dangerosité. Donc, évitez également tout ce qui est les diffuseurs d'odeurs, par exemple. Les parfums d'ambiance. Les parfums d'ambiance, les choses comme ça. Faut faire simple. Et quand vous nettoyez votre maison, faites simple aussi. Les recettes de grand-mère, bicarbonate de soude, huile de coude, et puis... un peu de vinaigre et c'est bien. Et puis vinaigre blanc. Une dernière question concrète. Quand vous achetez une sorte de récipient spécial pour micro-ondes pour faire réchauffer, il y a des perturbateurs endocriniens qui sont libérés pendant que vous faites chauffer votre aliment, ou pas? Si vous utilisez des récipients en plastique, il est très probable que vous allez vous heurter. C'est spécial micro-ondes. Spécial micro-ondes, ça sera du verre. Normalement. Utilisez du verre plutôt que du plastique. On transvase avant de faire chauffer. Méfiez-vous aussi de tout ce qui est instruments de cuisine en plastique, etc., etc. Merci beaucoup. Les perturbateurs endocriniens, ces produits qui en veulent à nos hormones, c'est aux éditions Apogée. Merci. Merci. Merci, et si je peux ajouter une dernière petite chose, le message principal de ce livre s'adresse aux futures mamans, parce qu'en effet, on sait maintenant que les embryons, quand ils sont dans le ne sont pas protégés de ces perturbateurs endocriniens, et des expositions précoces à ces perturbateurs endocriniens peuvent avoir des conséquences, non seulement visibles à la naissance, mais également qui se répercutent très tard dans la vie, voire dans la génération suivante. Donc les conseils concrets, on les suit vraiment très attention. Quand on est enceinte. Faites très attention. Tout à l'heure à 14h30, Allô Docteur, on va parler des infections nosocomiales, des infections contractées à l'hôpital qui peuvent